Oui. C'est qu'en réalité, vous avez bien entendu qu'il y avait un processus qui consiste d'abord à approuver le schéma directeur, puis à entrer en révision. Donc c'est au moment de cette entrée en révision qu'un certain nombre d'infrastructures de transport, la trentaine de gares, les tracés précis, les opérations d'urbanisme qui vont avec, vont être débattues. C'est-à-dire qu'actuellement, nous ne l'intégrons pas dans le schéma directeur, ça n'est évidemment pas ce que l'État nous demande, de toute manière, nous ne pouvions pas juridiquement le faire, mais le processus d'entrée en révision permet de mettre en débat désormais les projets de l'État soutenus par le président de la République et auxquels travaille le secrétaire d'État. Donc nous avons une deuxième phase qui s'amorce et qui va, je pense, mobiliser les franciliens de manière conséquente, et ça vaut la peine. 30 gares nouvelles en Ile-de-France, je crois que ça vaut la peine qu'on en parle ensemble pendant quelques mois. Projets d'aménagement des gares qui seront également, d'aménagement urbain autour des gares, qui seront également en fait dans la maîtrise d'ouvrage de l'État, qui seront gérés par l'État. Via la société de réalisation. Pas nécessairement, parce que ce que la société de réalisation doit faire, c'est opérer le tracé, trouver ce qu'on appelle le schéma de principe, ensuite signer toutes les conventions de financement. En ce qui concerne la réalisation des gares, la manière dont elles sont réalisées, tout ça, c'est jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, c'est le CIF qui s'occupe des gares. Il y a d'ailleurs un plan, un schéma directeur d'aménagement de toutes les gares. Je suis certain, le président d'ailleurs l'a dit à la fin, si vous l'avez remarqué, que tous ces objets, tous ces équipements, toutes ces modifications du système de transport sont remis ensuite au CIF pour qu'il le gère, évidemment. Alors, il faudra faire attention à ce que les ressources soient là pour les aménager, pour les maintenir plutôt. Voilà. Et pour l'instant, il y a un hiatus au niveau des ressources. Comment est-ce qu'on va faire pour financer tous ces projets de transport, puisque la région peut en apporter une partie? Oui, nous on sait ce qu'on peut apporter, on sait ce qu'on a demandé à l'État, et apparemment Gilles Carrez est d'accord aussi pour trouver les mêmes ressources que nous avons demandé. Donc on va voir ce qu'il obtient lui de Bercy et des ministères et du gouvernement. On verra bien. Moi je lui fais confiance parce que nous sommes bien d'accord avec lui sur le fond. Au-delà, c'est vraiment à l'État de trouver les ressources. Si j'ai bien compris, le grand emprunt pourrait fournir une partie, ce qui veut dire que ça serait donc des ressources au fond de caractère budgétaire et pas un PPP, pas un partenariat public-privé comme on en parlait à une époque. Et dans une certaine mesure, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Là aussi, je crois que nous avons entendu très fortement tout au long de ce discours qu'il fallait supprimer l'écart entre le discours et les actes. Chiche. La loi de finances de l'automne nous donnera la mesure de l'écart. Comme je l'ai indiqué, si le 15, aux alentours du 15 juillet, 30 juillet, qui est le moment des arbitrages budgétaires pour l'État, il faut que nous ayons une indication sur le versement transport, il faut que nous ayons une indication sur le retour du fonds d'aménagement d'Île-de-France pour partie ou en totalité à la région, et il faut que nous ayons déjà vu les premiers travaux permettant de récupérer des plus-values foncières et immobilières pour les affecter à des projets, et en particulier à des projets d'aménagement des gares par exemple. La maîtrise d'ouvrage restant de toute manière celle du STIF, sauf pour la partie qu'on appelle du Grand 8. Voilà. Vous avez rien dit, le président évoque un éventuel changement de statut de la RATP, il parle d'une société, ce serait sa préférence par rapport à une régie, comment pensez-vous? Je n'ai pas compris, il n'a pas compris ça du tout. Il a parlé d'une entreprise de service public ou d'une régie locale. Régie locale, c'est pour un petit peu diminuer ce qu'est la RATP. En fait, la RATP est une entreprise nationale. Il faut le savoir, c'est une entreprise nationale dont le rayonnement est principalement francilien. Voilà. Et par ailleurs, la RATP intervient aussi à l'étranger. J'ai pas du tout entendu qu'il y a une demande de modernisation de la gestion de la RATP. Bon, je veux dire, je suis sûr que la transformation de la RATP qui poserait des problèmes parallèles à la SNCF, je ne pense pas que le président ait envie, me semble-t-il, de se coller un chantier supplémentaire sur les bras, parce que il faut que les transports marchent. Si on veut que les transports marchent, il vaut mieux qu'il y ait un climat social convenable dans les entreprises. Moi, je m'efforce de maintenir ce climat social convenable avec les directions des entreprises. Je suis certain que le président de la République le sait. D'ailleurs, il a été très prudent sur la loi sur le service minimum. Dans une certaine mesure, tout à l'heure, même si ça n'était pas du tout l'objet,
c'était un peu déplacé d'en parler. Enfin, ça faisait comment on dit, Charpinier Brancato, c'est-à-dire d'un côté, quelqu'un pose des questions, ensuite le président répond. Mais je veux dire, le travail du dimanche, il en a beaucoup rabattu aussi. Vous avez noté, c'est quand même pas, on n'est plus dans l'attaque à l'âge d'abordage. Le président est un homme très très réaliste. Pourquoi croyez-vous que le président, au fond, se soit rapproché de la région et décidé de travailler avec la région, alors, comme il l'a expliqué, on est presque entré dans une campagne électorale. Mais pourquoi croyez-vous ça? Alors, à votre avis, est-ce que c'est pourquoi faire? C'est parce que il est impossible aujourd'hui, dans la complexité de notre monde, de travailler sans un accord entre les collectivités locales, ce qui assure une certaine forme démocratique quand même, et puis l'État. Voilà. Et comme il s'agit de 35 milliards d'euros, la région n'a pas 35 milliards d'euros sous la main, elle a entre 12 et 18 milliards, le reste doit être apporté par l'État et donc ça oblige à travailler ensemble, tout simplement. Et moi, depuis le début, je savais qu'il fallait que l'État travaille avec nous. On me promettait les pires choses, que mon plan de transport allait être blackboulé, que mon SRIF n'allait jamais être adopté. Vous voyez, comme d'habitude, on me promet toujours les pires choses, et comme d'habitude, on arrive à retomber sur nos pieds. Mais en gros, l'État vous a promis d'adopter votre schéma d'aménagement régional, et vous avez accepté son schéma de transport, c'est un peu ça le deal entre Mais non, on n'a pas accepté son schéma de transport. Le schéma de transport, c'est notre schéma auquel il ajoute quelque chose. Et moi, ça ne me gêne pas qu'on ajoute du transport. Au contraire, je suis chargé des transports. Plus il y aura de transport, mieux ça ira. Évidemment, moi je suis très très ravi. Si vous pensez, vous, que l'État va être capable de rajouter 21 milliards aux 18 qu'on espère d'amener, mais c'est formidable. Mais s'il veut mettre 40, même 50 milliards, on est d'accord. Alors pourquoi aujourd'hui l'État... C'est pas un schéma qui est contradictoire avec le mien, puisque les 2/3 de ce schéma sont déjà dans mon plan. Alors expliquez-nous pourquoi, après des mois de bisbis, pourquoi Nicolas Sarkozy dit qu'en gros le schéma régional d'aménagement va être adopté. Parce que finalement on a réussi à le convaincre. Pourquoi? Parce qu'on a adopté le plan de mobilisation, parce que les départements ont tous voté le plan de mobilisation, y compris M. Devedjian qui a annoncé qu'il le voterait en septembre, et que pas plus tard que vendredi dernier, le département de Seine-et-Marne, où il y a une voix de majorité à la gauche, a voté à l'unanimité le plan de mobilisation. Et dans tous les départements, ils votent à l'unanimité le plan de mobilisation. On avait un outil, nous, on avait quelque chose, on avait bossé, on avait travaillé, on n'est pas parti hors sol sur des choses qui n'avaient aucun sens. Et au bout d'un moment, quand une région est capable d'avoir des projets, et par ailleurs de mettre de l'argent derrière ces projets, l'État, même l'État régalien, même l'État impérieux, etc., est obligé de tenir compte de nous. Voilà. Un élément qui s'est passé aussi dans la période, c'est la consultation internationale des 10 équipes. C'est-à-dire qu'il était envisagé, peut-être au départ, que les travaux qui seraient conduits par ces équipes amèneraient à démontrer que le travail de la région n'était pas valide. Or, les travaux des architectes renforcent non seulement les conclusions, mais nos capacités à mettre en œuvre le schéma directeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'y avoir une percussion entre deux objets